Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler des rencontres ciné-montagne qui font leur grand retour au Palais des Sports. Timothée Courtois, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de cet événement, très attendu notamment par toute la communauté montagnarde grenobloise. On va parler également d'architecture de papier, le thème d'une expo étonnante à découvrir à la Maison Bergès. Sophie Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce musée départemental situé à Villarbonneau. Mais pour débuter cette émission, on va parler avant tout de vélo en mode spectacle avec Johan Triboula. Bonjour Johan. Accro au sport acrobatique. Absolument. Johan, vous êtes spécialiste de VTT triage. Je crois que ça fait plus de 20 ans que vous pratiquez Quasiment 25 ans. J'ai commencé en ans. 96, donc ça commence à faire un bout de chemin. Ouais. C'est parce que vous avez commencé très très jeune. Oui, 17 ans. Absolument. Pourtant, c'était le ski, votre sport de prédilection avant. Alors moi, je suis né à la montagne, donc forcément, on m'a mis les skis aux pieds très jeune. Mais après, c'est vrai que j'ai pu découvrir le VTT lors d'un événement qui se passait à Villard-de-Lans. Et c'est vrai que ça a été une révélation complète pour moi. Et après, j'ai tout abandonné pour me focaliser uniquement sur le vélo. C'est devenu une vraie obsession et ça ne me lâche pas 25 ans après, toujours dessus, à fond. Alors on voit sur ces images que vous êtes capable de faire justement avec un vélo un peu particulier. C'est des vélos qui sont adaptés à ce type d'exercice. Absolument, c'est des vélos ce qu'on appelle de street trial, donc des vélos qui sont rigides sans suspension, avec des freins très très puissants, qui font une dizaine de kilos, qui nous permettent de faire du franchissement d'obstacles. Avec des figures, on s'inspire beaucoup du BMX et le mix voilà, de franchissement, de figures, ça donne un truc assez spectaculaire. C'est pour ça qu'on l'a nous développé en show depuis maintenant quelques années. Et le résultat a été plutôt sympathique. C'est quoi les qualités principales pour faire ce genre d'exercice ? Déjà, il faut être passionné parce que c'est des sports très très techniques qui demandent des années pour arriver à réaliser quelques figures. Après, il faut de la tonicité, il faut aussi avoir de l'assiduité parce que voilà, c'est quasiment tous les jours. Et puis de l'engagement un minimum voilà, pour pouvoir passer les étapes. Vous avez dû prendre quelques gamelles quand même dans votre vie. Là, on voit les images dans des réalisations parfaites. Voilà, ça, c'est aux Philippines. Voilà, je tournais justement un clip pour une marque de vélo. J'ai pris quelques gamelles, mais c'est vrai que si on ne saute pas les étapes, si on fait les choses intelligemment, je ne me suis jamais blessé. Pourtant, voilà, j'évolue régulièrement à 3-4 mètres du sol dans la rue, mais jamais eu de gros pépins à l'heure actuelle. Vous allez voir que Johan, il a une façon assez particulière de franchir les ponts, notamment les ponts de Grenoble. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le pont des Sablons entre Grenoble et La Tronche. C'est vrai que bon, c'est pas à faire. Hein. Je l'ai fait quelques fois pour tourner quelques clips sur un vélo de route, sur un VTT. Bon, il faut être, ça demande comme des compétences particulières. Donc voilà, j'ai passé plus de 20 ans à faire de l'équilibre, donc je peux le faire, mais j'invite pas les gens à le faire. On précise que voilà. Pour tous les cyclistes, il y a normalement une piste cyclable qui passe oui, à plat. c'est vrai. Après, si on recherche un peu les sensations, bon, on peut passer par le pont. Voilà. D'ailleurs, on l'a peut-être pas forcément vu sur ces images, mais vous êtes non pas sur un vélo de trial sur cette séquence, mais sur un vélo de route classique. Non, c'est un vélo de route complètement classique, traditionnel. Alors c'est vrai que là, je tournais quelques clips parce que j'allais tourner un clip pour une marque de véhicule bien connue, donc j'essaie de faire un peu de la prise en main, mais on peut totalement, voilà, quand on a des compétences un peu techniques, faire des choses complètement un peu délirantes sur un vélo traditionnel, de route en l'occurrence, voilà. Bon, vous aimez bien tester, on va dire, les spots, les différents spots grenoblois qui se prêtent à cette activité. On a une vision un peu différente. C'est vrai que voilà, nous, quand on traverse une ville, voilà, on regarde un petit peu les murs, on regarde un petit peu les obstacles, on regarde les monuments et on imagine un petit peu comment on pourrait les exploiter avec le vélo. Et ça donne des fois des choses un peu sympas. Bon voilà, carrément une voiture. Voilà, c'est pas loin d'ici justement et voilà, c'était un clip et je m'éclatais un petit peu avec ce vélo, c'était une bonne expérience. Vous savez ce qu'on voyait juste à droite après la voiture là, c'est le commissariat de police. Oui, je sais. Bon, vous n'êtes pas allé les titiller quand même. Non, absolument pas. Non, je ne vais pas m'amuser à ça. Bon, effectivement, c'est des images spectaculaires. On a l'impression que c'est facile, mais c'est loin d'être le cas. Non, il faut vraiment, comme j'en parlais tout à l'heure, il faut des années, il faut de l'assiduité, c'est des compétences, il faut répéter des milliers de fois les mouvements à 10 cm du sol avant de pouvoir les faire en hauteur. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi un frein un petit peu. Il y a très peu de gens qui se lancent dans ce genre de discipline parce qu'il faut beaucoup d'années. Voilà, en l'occurrence, moi, ça fait 25 ans que je fais ça fait 20 ans en tant que professionnel. Et il faut être complètement obsédé et passionné par son sport pour poursuivre.
Alors, vous parliez des rues de Grenoble et de tous les spots qu'on peut trouver en milieu urbain, mais c'est une activité qu'on peut également pratiquer dans la nature. Absolument. Le Vercors, c'est votre camp de base et ça s'y prête particulièrement bien aussi. Alors d'une façon différente, c'est vrai que pour la randonnée, moi je suis originaire du plateau du Vercors, il y a des choses à voir absolument incroyables. Il y a un terrain qui est extraordinaire, il y a des paysages qui sont à couper le souffle et c'est vrai que c'est un terrain de jeu absolument époustouflant. On vous voit là en train de prendre un petit bain dans les torrents là, un VTT, de montagne. je vais descendre de torrent, un petit peu une approche différente, très sympa. J'aime bien aller me perdre un petit peu en montagne, surtout ces temps-ci un peu compliqués. Il existe des vélos électriques de trial aujourd'hui pour remonter justement dans des terrains pas faciles ou Alors, ça se fait Non, il n'y a pas de vélo électrique de trial. Par contre, il y a des vélos électriques traditionnels avec lesquels on peut faire des choses très sympas. Voilà, là, on peut monter. Moi, je m'amuse un peu à aller me perdre sur les crêtes, un peu en altitude. Et ça donne accès à des endroits auxquels on n'a pas accès normalement. Donc, pour découvrir des spots magiques, c'est super. Bon, on voit que vous avez tendance à... C'est plus fort que moi. Revient vite, quand même. Absolument. C'est plus fort que moi. Donc, sur la roue arrière, sur la roue avant, même si c'est un vélo électrique, on peut quand même faire des choses acrobatiques avec. Même si ça pèse 25 kilos, avec la technique, on peut s'amuser. Bon. En tout cas, cette passion, vous l'avez dit, vous l'avez transformée en business, en activité Absolument. professionnelle. Oui, j'ai fait de la compétition pendant des années, j'ai acquis des bases. Et après, c'est vrai que j'étais vraiment attiré par tout ce qui était spectacle, show. J'ai adoré le public. Et c'est vrai que j'ai créé mon entreprise en 2010, X Sport Show. Et très vite, on a eu une approche un peu différente. Et on a rencontré très vite un gros succès. On a été repéré un peu par les chaînes TV. Et ça fait un peu boule de neige derrière. On a beaucoup voyagé, on a fait 28 pays, 1200 prestations et on a essayé de se diversifier, on a essayé de faire évoluer un petit peu les concepts. Et c'est une belle histoire, voilà. C'est mon rêve de gamin qui se poursuit. Voilà, des images sur le Roc d'Azur à Fréjus, c'était il y a 10 jours ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le show sportif en plein air. Et puis des fois, voilà, on va être sur des shows radicalement différents, pour des plateaux télé, en intérieur, sur de la scène, pour du cirque. On est capable d'être un peu partout. Et on le voit sur ces images, vous êtes toute une équipe sur ce type de spectacle. Oui, je suis bien entouré avec une équipe avec des locaux, avec mon frère en l'occurrence, Thomas, avec moi depuis le début, avec Maxime Pétieux qui est de Grenoble, avec avec un freerunner, d'autres VTTistes qui viennent tous de la région. J'ai vraiment réussi à bien m'entourer avec des gars qui sont super, qui sont autant passionnés que moi et on a réussi ensemble à construire ce show et à le développer. Vous voyagez en vélo ou quand vous allez à l'étranger? Non, pas c'est pas le concept jusqu'au bout. Non, c'est vrai que quand on va à l'étranger, on a été pas mal en Asie, en Chine, en Inde, on a été aussi pas mal dans les Émirats et on part en avion et c'est vrai que là-bas on a fait des choses, on a vécu des expériences absolument incroyables. Ça c'est encore un autre sujet. On voit en tout cas que le saut périlleux fait partie, on va dire, du bagage technique à maîtriser pour faire ce type de show. Absolument. La base de trial, c'est du franchissement d'obstacles. Et nous, on l'a fait évoluer, voilà, justement, en s'inspirant du BMX, en mixant justement le franchissement et les figures du BMX. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de très dynamique, très diversifié, très spectaculaire. Et il y a des choses en show à faire absolument incroyables. Ouais, c'est visuel et vous parliez justement de ces émissions télé dans lesquelles vous avez pu montrer ce que vous saviez faire, évoluer. On a des images là, de la dernière, enfin l'une des dernières en date, un petit peu loin de chez nous celle-là. Absolument, ça c'était à Beyrouth au Liban, c'était en avril 2019, c'était les finales de Arab's Got Talent, un show absolument incroyable avec des moyens extraordinaires. Là on était diffusé en direct devant 140 millions de téléspectateurs dans 44 pays, là, dans tous les pays arabes. Et on a réussi à aller jusqu'au bout, on y a été pendant 3 semaines et on a vécu quelque chose d'incroyable. On mixait le VTT et le freerunning, voilà, avec mon équipe. C'est des très 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 beaux souvenirs. Voilà, et puis ça fait effectivement très, très spectacle, très scène. Absolument, il y a un côté artistique qu'on n'a pas à la base. Alors c'est vrai que nous, on a justement essayé de chorégraphier nos disciplines, d'avoir une approche artistique en travaillant en chorégraphie, en interaction, en mettant du décor. Et ça donne ce genre de choses. On n'a pas l'habitude de voir du VTT sur scène et justement, on a créé la surprise et c'est pour ça que ça a rencontré un succès intéressant, vraiment sympa. On voit le jury là, qui est... Ouais, bouche bée, même si on les voit pas de face, on les imagine assez surpris. Ouais, c'est vrai que cette émission elle était incroyable. On en a retourné une autre récemment là, mais ça sortira au mois de décembre, voilà, pour France 2. C'est ce type de spectacle qu'on va retrouver. Alors, pas besoin d'aller à Beyrouth pour voir ce que vous êtes capable de faire en live, non, puisque vous avez été sélectionné cette année pour le Festival international du Cirque de Grenoble. Exactement, on a été contacté par l'organisation. Donc, en plus, c'est un événement local, donc on est très très heureux de participer à cette compétition. Et pour ce show, justement, on va créer quelque chose d'un peu particulier parce que c'est un contexte encore différent. Là, on est dans une arène de cirque et on est en train de travailler la chorégraphie. On retrouvera du VTT, du freerunning.
c'est les acrobates et on va faire quelque chose de très très sympa, je peux vous l'assurer. Bon, le festival sera du 18 au 21. Du 18 au 21, absolument. Alors, il y a des qualifications. Il y a 24 numéros qui viennent du monde entier et on va en retenir 14 pour les finales le samedi et le dimanche. Donc, voilà. Il y a 2 jours de qualif. Et puis on a 2 jours de compétition. Après, les numéros qualifiés se retrouvent le samedi et le dimanche pour des représentations pour le public en live. Voilà. Un beau festival avec des artistes qui viennent du monde entier. Et pour une fois, c'est vous qui serez les locaux de l'étape. Absolument, on est les locaux. Alors, c'est un festival très éclectique. Il y a du sport, il y a de l'artistique, il y a un petit peu de l'humour. Donc, c'est vrai que ça va donner quelque chose de vraiment intéressant, très, très, très varié. On va voir un petit peu jusqu'où on peut aller. On va donner le maximum. J'y travaille déjà depuis un moment. Là, j'ai écrit un petit peu le scénario. Mais je suis confiant, vraiment. Alors, moi, je suis confiant pour vous aussi. Et puis, j'essaierai avec mon vélo de route, maintenant que vous m'avez donné des idées. Si tu veux, avec grand plaisir, quelques conseils. Il n'y a pas de souci, on n'est pas loin. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Johan, on va rester dans le spectaculaire, mais dans un autre registre avec notre visite guidée du soir. Et notre guide pour cette visite guidée, c'est Sophie Mouton, la nouvelle directrice de la Maison Bergès à Villard-Bonneau. Vous êtes en poste depuis quelques mois. Oui, depuis février. Bon, alors la Maison Bergès, c'est un musée départemental. On l'appelle d'ailleurs le musée de la Houille Blanche. On peut peut-être refaire un petit bout d'histoire par rapport à ce nom Bergès, Aristide Bergès. Alors ça parle à tout le monde parce qu'il y a des rues ici qui ont connu. Voilà, c'est un nom connu, mais on ne sait pas forcément ce qu'il a fait dans sa vie, ce jeune homme. Donc effectivement, la Maison Bergès à Villard-Bonneau, en fait, c'est un musée qui est installé dans la maison familiale de cet ingénieur, Aristide Bergès, qui a vécu au 19e siècle et qui venait en fait des Pyrénées, qui est venu s'installer ici dans les Alpes, dans la vallée du Grésivaudan, en 1869 précisément, pour tirer profit des ressources locales, du bois des forêts d'abord de Beldonne et surtout de l'énergie hydraulique, donc alimentée par les lacs d'altitude de Beldonne, pour mettre en fonctionnement donc, ces machines pour râper du bois et fabriquer du papier. Donc on est dans la maison d'un industriel papetier et d'un industriel qui était extrêmement curieux, avec une famille très curieuse et ouverte sur les arts, les artistes. Donc quand vous venez au musée, vous avez une histoire à la fois technique et artistique qui vous est racontée. Alors on voit sur ces images la maison et derrière on voyait un bâtiment un peu en ruine. C'est les anciennes papeteries situées à Lancé. Voilà, sur la commune de Villard-Bonneau. Tout à fait, puisque la papeterie a fonctionné jusqu'en 2008 à Villard-Bonneau. Bon, aujourd'hui, c'est une friche industrielle qui est en cours de recyclage. Il y a des films qui s'y tournent. Omar Sy était il y a quelques mois. Voilà, ce sont des décors de cinéma ces jours-ci, effectivement, très appréciés des cinéastes, des réalisateurs. Voilà, pour un film qui, je pense, sera à l'affiche en 2022. Alors, l'actualité de la Maison Bergès, elle tourne aussi en ce moment autour d'une exposition un petit peu particulière. Vous disiez qu'il était ingénieur papetier, et j'imagine que c'est pas un hasard si l'expo actuelle s'intitule Architecture de papier. Voilà, exactement. L'idée, c'était de proposer une exposition temporaire, donc en complément ou à la suite de la visite de la maison, et une exposition qui, du coup, ait du sens par rapport à l'esprit du lieu. Et comme vous l'aurez compris, le papier, c'est vraiment le matériau de prédilection des Bergès, d'abord parce qu'ils étaient donc fabricants de papier, papetiers, et aussi parce que dans le décor de la maison, on a de très nombreux papiers peints, notamment des papiers peints Art Nouveau, qui sont voilà, un des fleurons de nos collections. Donc le papier, ça avait tout son sens au musée. Et donc pour convoquer le papier, on a invité des artistes contemporaines, des créatrices, qui modèlent le papier, qui le sculptent, qui lui donnent forme pour créer des architectures. Cette exposition qu'on accueille, c'est une exposition qui a été élaborée par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, donc qui est un établissement national qui se trouve à Paris, Palais de Chaillot, et qui a vraiment comme ça vocation à diffuser et à propager le goût du patrimoine et de l'architecture, donc par le biais, en l'occurrence, de créations contemporaines. Alors on voit quelques images d'une des artistes qui s'appelle Mathilde Nivet. Tout à fait. Qui, elle, travaille autour de la thématique des fleurs. Alors Mathilde Nivet, c'est donc voilà, une créatrice qui joue vraiment du papier, on pourrait dire, et qui le travaille un peu sous toutes ses formes. Et les images que vous avez à l'écran, c'est une création qu'elle a réalisée
pour la Maison Bergès, pour le musée. Cette œuvre, elle l'a appelée L'échappée belle, puisque c'est sa vision assez poétique de la maison, à la fois une maison assez sobre et austère d'extérieur, cette maquette toute blanche, et de cette maison s'échappent des fleurs en papier. Donc voilà, le décor très foisonnant prend le dessus sur l'architecture extérieure un peu plus austère. C'est une artiste qui propose également des tableaux sous forme de collage. Alors des 4 artistes qu'on présente, effectivement, c'est celle qui a la palette peut-être de techniques la plus variée. Puisqu'elle a aussi effectivement ces œuvres donc, qui s'appellent Hyperville, qui sont des œuvres de papier découpées, collées, des œuvres donc, qui sont mises en forme en 3 dimensions pour interroger notre rapport à la ville, puisque certains vont voir des façades très colorées et donc des villes très accueillantes, d'autres vont se sentir un peu plus oppressés peut-être par ces villes très, très concentrées et qui se déploient aussi à la verticale. Donc voilà, avec ces 3 hypervilles, elle nous met vraiment dans une relation frontale à l'architecture contemporaine. Alors, on peut même faire des maquettes avec des simples feuilles de papier. C'est une technique qui vient du Japon qui s'appelle l'origami, c'est ça Voilà, alors il y a une autre artiste qu'on expose qui s'appelle Ingrid Siliakus, qui elle est d'origine d'Amsterdam, mais qui a été formée au Japon par un maître japonais qui s'appelle Chatani. Et en fait, ce maître japonais a développé, a proposé une nouvelle technique de formation du papier qu'il appelait architecture origamique. Donc en fait, c'est une technique qui est une sorte de dérivé de l'origami. Vous savez, l'origami, c'est cette technique qui consiste à plier une unique feuille pour avoir des sculptures en 3 dimensions, quelquefois assez spectaculaires. Et donc là, avec cette architecture origamique, donc à partir d'une seule feuille, qui est pour le coup en partie découpée, l'artiste Ingrid Siliakus, en pliant la feuille et en découpant, réussit à former des architectures, pour le coup, de bâtiments assez iconiques, symboliques du monde entier que l'on reconnaît comme, au premier coup d'œil, comme le Colisée, la Sagrada Familia, le Taj Mahal. Donc vous faites un tour du monde en venant à Villarbonneau. Une seule feuille, mais une grande feuille quand même. Voilà, plus ou moins grande, puisqu'elle arrive effectivement à jouer sur des formats assez différents. C'est quelqu'un qui va réaliser beaucoup de prototypes, elle va beaucoup documenter, s'intéresser précisément à l'aspect technique des architectures qu'elle va vouloir représenter, comme le Chrysler Building par exemple. Elle va réaliser donc des maquettes tout en papier et une fois que ce travail artisanal, manuel est terminé, une fois qu'elle juge que son œuvre est finalisée, elle va numériser, vectoriser tout son travail pour après procéder à des découpes laser, donc à des découpes numériques. Et là, pour le coup, avec le numérique, elle va beaucoup jouer sur les formats, effectivement, avec des architectures qui se déplient sur des petits ou sur des très grands papiers. Ce sont des œuvres fragiles, forcément, en papier. Comment vous garantissez la pérennité de ces œuvres dans le musée? On peut toucher, le public peut les approcher? Alors, donc, les œuvres les plus fragiles sont effectivement protégées par des petites cloches de verre ou de plexiglas. Pour les autres, en fait, les gens regardent et observent avec les yeux. Et la particularité de cette exposition, c'est que c'est une exposition atelier. Donc, pour ceux que ça démange de triturer, de jouer avec le papier, la deuxième partie de l'exposition, c'est en fait un grand atelier où on peut à son tour se glisser dans la peau d'un créateur et essayer de découper et de former le papier. Alors le papier, ça sert normalement à raconter des histoires, mais en écrivant dessus, on peut également les raconter sans mots. On le voit là avec cette dernière série d'œuvres présentées. Oui, donc ce sont les œuvres d'une artiste qui s'appelle Béatrice Coron, qui vit et qui travaille à New York. Et Béatrice Coron, oui, elle raconte des histoires découpées, et donc sur un papier un peu particulier qui s'appelle du Tyvek, qui est une sorte de papier de nouvelle génération. Elle va le découper, on va dire, elle va découper ses rouleaux au scalpel. Donc là, c'est un travail très minutieux, très, très manuel. Et elle va raconter des histoires qu'elle va composer. Vous allez voir des petites cases, des petits carrés qui permettent de raconter des scènes de la vie. Là, pour le coup, c'était la vie de deux amoureux. Donc, je vous inviterai à venir voir l'œuvre au musée pour en savoir plus. C'est de la dentelle, presque. C'est de la dentelle. Et donc, elle joue aussi sur ce rapport entre une fragilité supposée du papier et en même temps des œuvres qui sont assez impressionnantes, voire monumentales, et qui perdurent dans le temps malgré tout.
Vous nous avez amené là, finalement un livre. Voilà, oui, puisque même s'il n'y a pas de voilà, les histoires de Béatrice Coron sont des histoires en fait qu'on se raconte en regardant ses créations. Donc vous avez des histoires découpées qui sont aussi éditées. Donc là, je vous ai apporté donc une histoire qui s'appelle Eccentric City. Et donc à travers ces petits personnages découpés, vous pouvez suivre ou imaginer les aventures excentrique donc de cette ville complètement fantastique et qui est très inspirée aussi de l'univers du cirque. Bon, puis ce qui est pratique par rapport à un livre où c'est écrit puis on est un peu prisonnier de l'histoire, c'est que là on peut la raconter chaque soir à nos enfants. Voilà, ou c'est eux peut-être qui peuvent, ou alors ils peuvent vous la raconter parce qu'on a la chance d'accueillir pas mal d'enfants ces jours-ci au musée. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque enfant a sa version, voire même le même enfant peut vous raconter des histoires différentes selon les détails qu'il choisit des œuvres de Béatrice Coron. Je sais qu'il y en a des enfants, donc je ne sais pas s'ils sont encore en âge d'écouter des histoires le soir. Mais... Si, 12 ans et 5 ans, donc le petit 5 ans, tous les soirs, je raconte des histoires. Donc c'est vrai que ça a une approche différente, ça peut être assez original, c'est sympa. Je regardais en même temps. Et puis c'est vrai qu'avec la découpe, on peut aussi jouer avec les ombres et les lumières, avec une petite lampe de poche projetée. Et là, du coup, ça devient magique. Ouais, très intéressant, on va dire, cette diversification de l'utilisation du papier. C'est une expo, vous le disiez, qui implique également notamment le jeune public à travers ces ateliers. J'imagine que pendant les périodes de vacances scolaires, Noël ou la Toussaint, il y aura des choses particulières. Exactement. Donc, le musée est ouvert du mercredi au dimanche. Et donc, en semaine, les après-midi des vacances scolaires, donc la Toussaint et Noël, comme vous le disiez, on propose des ateliers donc de pratiques, on va dire, artistiques, où on initie les enfants à différentes techniques et surtout, voilà, on essaie de développer leur créativité et d'imaginer avec eux des mondes, des villes quelquefois complètement imaginaires, fantastiques, ou encore des choses plus inspirées de l'environnement immédiat. Bon, je n'ai pas trop de doute sur la créativité des enfants avec ce type de matière. Voilà, la maison Bergès, c'est à Villarbonneau, donc c'est tout à côté du centre de Grenoble, avec une dizaine de 10 minutes, 15 minutes, on va dire, voilà. Si on roule normalement. Et puis je précise que les musées départementaux, le vôtre comme la dizaine d'autres en Isère, sont gratuits. Tout à fait. Donc on a la chance d'appartenir à ce beau et grand réseau des musées du département de l'Isère. Nous sommes 11 et l'entrée est gratuite pour tout le monde, tous les jours. Merci Sophie. Je ne sais pas si vous aimez la montagne. Si, beaucoup. Oui, beaucoup. Bon, la rubrique qui va suivre devrait donc vous intéresser. Voilà, la montagne, on va en parler à l'occasion des rencontres Ciné-Montagne, la 23e édition des rencontres qui font leur retour. Timothée Courtois, coordinateur de cet événement. Leur retour, parce que l'an dernier, comme beaucoup d'événements, elles avaient dû avoir recours à un plan B. Oui, l'année dernière, on a dû annuler à quelques jours de l'organisation et du coup, on s'était retrouvés sur Télé Grenoble. Ça avait été un franc succès au vu du contexte et cette année, on est très heureux de retourner au Palais des Sports du 2 au 6 novembre. Et l'année dernière, on peut dire qu'il y avait eu 40 000 personnes par soir entre le live internet et Télé Grenoble. Donc ça avait été vraiment suivi et cette année, on renouvellera l'expérience avec quelques films sur Télé Grenoble. Et on va avoir à la fois des soirées comme, on va dire, les habitués les connaissent au Palais des Sports et puis la version télé en parallèle. Le Palais des Sports, 4000 places qui souvent font le plein chaque soir pendant ce festival. Voilà, en 2019, il y a eu 3 soirées pleines, comme on peut voir sur les images. Cette année, on est sur la même jauge, bien sûr, avec le pass sanitaire qui est de rigueur actuellement. Et donc, on pourra se retrouver avec tous les partenaires dans le format que nous connaissions avant le Covid. Et ça, c'est vraiment une très chouette nouvelle pour les rencontres Ciné-Montagne. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait un écran aussi grand sur Grenoble que celui qu'on peut proposer au public du Palais des Sports. Et puis au-delà des films, c'est évidemment aussi l'occasion de rencontrer un peu tout le milieu de la montagne pendant une semaine, que ce soit les sportifs, les réalisateurs, les écrivains. C'est ça. Et après chaque film, ou en tout cas on choisit certains films, où on fait intervenir les réalisateurs, les athlètes. Et puis tout au long de la semaine, entre midi et 2 en centre-ville, on aura le temps des rencontres, avec des rencontres et des tables rondes, des projections, avec des auteurs, avec des réalisateurs hors sélection ou avec des athlètes tout au long de la semaine, dont la marraine qui va nous suivre toute la semaine sur nombreux événements, Tiffaine Duperrier qui est guide pisteur secouriste et athlète qui a descendu des 8000 à ski, donc très forte athlète.
Tiffaine Dupérier, qui sera la touche féminine de ces rencontres 2021. Vous allez en prendre plein les yeux si vous suivez cet événement. Je vous propose un petit avant-goût pour voir ce qui vous attend avec un extrait du teaser qui est sorti il y a quelques jours. Elle a cassé la prise. C'était Cédric Lachat, un grimpeur suisse de très haut niveau. Qui sera avec nous d'ailleurs le jeudi soir lors de la soirée sur le fil. Voilà, qui est souvent un personnage quand il est comme ça en scène. Il n'y a pas qu'en VTT trial qu'on prend des belles boîtes. En montagne également. On l'a vu avec ce teaser, il y a une diversité de pratiques, de films, même de paysages qui sont proposés à travers le festival. C'est quoi? C'est une vingtaine de vidéos, de films différents? C'est ça, du coup, cette année, il y a 24 films et on a vraiment à cœur dans le comité de sélection de sélectionner une diversité de pratiques. Donc de l'escalade, de la highline, du ski, de l'alpinisme ou des pratiques plus douces comme on assistera le vendredi soir à la projection d'un film avant Covid où un jeune des Hautes-Alpes a décidé de faire un voyage sur un rayon de 60 km. Et chez lui. Voilà, et le confinement n'était pas encore de rigueur, donc c'est-à-dire que si des questions se posaient déjà par rapport à nos manières de voyager, avec des films d'ici et d'ailleurs, donc voilà, avec des choses très locales et des choses à l'étranger, dans des contrées plus lointaines. C'est vrai que le confinement a un peu changé la donne. Beaucoup de sportifs, de montagnards ont redécouvert, entre guillemets, ce qui se passait près de chez vous. Est-ce que ça a été un peu votre cas aussi, Johan? Complètement. Alors là, complètement. C'est vrai que moi, j'étais vraiment dans mon activité, dans mon truc. Et avec le confinement, en fait, j'ai redécouvert le Vercors. J'ai même découvert le Vercors parce qu'en fait, quand on habite quelque part, on prend ça tac au tac et on ne prend même pas le temps d'aller voir ce qui se passe autour de chez nous. On veut toujours aller voir ailleurs. Et là, j'ai pris le temps de redécouvrir tout le Vercors. Je me suis mis au VTT, au e-bike. Et une nouvelle passion est née. Je redécouvre des endroits que je connaissais même pas, même à 5 km de chez moi encore, je découvre des choses magnifiques. Et justement, c'est peut-être un des bons points de tout ce qui s'est passé. Voilà. Alors, c'est pas le VTT qui est l'activité la plus plébiscitée, on va dire, pendant les rencontres de montagne. Il n'y a pas une grosse production autour de ça. On aimerait bien, on fait un appel, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des films de VTT, avec plaisir. Mais en tout cas, il y a vraiment une variété importante. Alors, il y a un programme très complet avec l'ensemble des films et des animations évoquées, notamment en journée. Il y a une thématique par soir, mais pour autant, chaque soir, on va avoir différents types de pratiques. Oui, bien sûr, c'est aussi un choix éditorial. Donc, il n'y a pas une soirée ski, une soirée escalade, une soirée alpinisme. Tous les soirs, on essaie de mixer toutes les pratiques. Et donc, il y a vraiment cette diversité qui permet aux spectateurs de trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire, puisque cette diversité de pratiques permet de combler le public éclectique que nous accueillons. Alors, parmi les temps forts, il y en a beaucoup de cette édition. Il y aura vendredi soir un Polonais qui s'appelle André Bargiel et qui a la particularité d'avoir été le premier à descendre cette montagne que l'on voit, le K2, qui est réputée être la montagne la plus difficile du monde à gravir. Et lui, il l'a descendu en ski. C'est ça, et on va l'accueillir même dès le vendredi midi. Donc il y a une grosse conférence table ronde avec, je pense, le gratin du ski de pentraide et du ski extrême, puisque André Bargiel sera avec nous aux côtés de Vivian Bruchet, Paul Bonhomme et Tiffaine Dupérier, qui confronteront leurs pratiques. Donc André a réussi il y a 2 ans maintenant à cette descente intégrale du K2, qui est une première et très spectaculaire, tant au niveau technique
qu'au niveau engagement, qu'au niveau physique. Et puis, il pourra être confronté et discuter de leur projet avec Paul Bonhomme, qui, par exemple, a sorti son projet l'hiver dernier avec 10 pentes raides, 10 ouvertures en pente raide dans les Alpes. Pareil, dans des situations très extrêmes. Et puis, avec Vivian et Tiffaine, ça permettra de parler de leur projet passé ou à venir. Voilà, Tiffaine qui rentre du Pakistan, par exemple, cet été, où elle a skié le Gasher Broom 2 à 8000 aussi. Donc, elle pourra échanger avec André. Il y a beaucoup de skieurs locaux qui aiment la pente raide. C'était aussi votre dada quand vous étiez sur les planches? J'adore la pente raide. Ouais. C'est vrai que dans le Vercors, on n'a pas des grosses pentes, mais quand on part un petit peu en Savoie ou dans le Bédonne, on trouve des endroits magnifiques, surtout en ski de rando. Et c'est vrai que la pente raide et forte, ça attire. Il y a quelques couloirs sur les falaises sud là, du Vercors, quand il y a des conditions. Il y en a quelques-uns, il faut aller les chercher. Ouais. Ouais. Ils ne sont pas toujours accessibles, mais on peut aller les chercher, ouais, c'est vrai. Parmi les autres temps forts de ces rencontres ciné-montagne, il y aura la présence du Piolet d'Or 2021. Alors, Piolet d'Or, on peut le dire, c'est un peu les Césars de l'alpinisme. Voilà, les Césars de l'alpinisme ou le Ballon d'Or de ce qu'est le Ballon d'Or au foot. Donc, on a la chance que les Piolets d'Or aient été remis à Pierrick Fine et Simon Velfringer pour leur expédition au Sani-Pakouche l'année dernière. Donc, le Sani-Pakouche qui est une montagne au fin fond du Pakistan à près de 7000 mètres d'altitude. Ils ont réussi à se glisser dans une fenêtre déjà pour partir à l'étranger, puisque l'année dernière, c'était vraiment pas évident. Ils ont ramené quelques images qu'on voit à l'écran actuellement, ce qui est une prouesse, parce que déjà, monter là-haut, c'est une prouesse, mais sortir la GoPro pendant l'ascension, c'est vraiment... Oui, dans ce type de truc, on n'a pas forcément la présence d'esprit de filmer, là, comme Voilà, l'image qu'on voit avec une que là, il se avalanche. prend une avalanche alors qu'il est en train de gravir la première longueur. Et donc, on aura la chance d'avoir la première du film Revers gagnant, qui est produit par Samaya, et Simon Velfringer sur le plateau. Pierrick est en expédition. Je ne pense pas qu'il pourra être à nos côtés. Bon, bah ça, ce sera notamment pour la soirée du samedi, enfin la soirée du samedi, oui, la soirée de clôture. Vous retrouverez toutes les infos sur cette 23e édition sur le site ciné-montagne.com. C'est du 2 donc, au 6 novembre. Comme c'est souvent un guichet fermé, je vous invite à pré-réserver à l'avance vos places si vous ne voulez pas vous retrouver sur le carreau. Une dernière petite séquence d'images, c'est un de mes coups de cœur, parce que j'ai eu la chance de voir certains films avant les spectateurs. Voilà, on pourra faire du kitesurf sur des glaciers, des lacs de glaciers. Alors, je ne sais pas si on pourra, mais en tout cas, ce film, il sensibilise à la fonte des glaciers, puisque les deux athlètes vont kiter des lacs récemment apparus au pied des glaciers en lien avec le réchauffement climatique. Et donc, à travers ce film, ça permet une sensibilisation à l'environnement. Oui, on pourra voir, c'est vrai qu'on ne pourra pas kiter. Non, je pense qu'il faut un peu de niveau entre déjà monter le matériel et puis avoir les conditions de vent là-haut dans des lacs très étroits, donc très techniques. Bon, moi, j'ai pas le niveau, j'ai jamais fait de kitesurf de ma vie. Mais en tout cas, c'était des images assez insolites à découvrir le mercredi 3 novembre. Le film s'appelle Sous le vent des glaciers. Merci Timothée. On va terminer avec notre dernière rubrique, le temps additionnel. Alors je regarde le chrono, il nous reste un peu plus de 4 minutes 30 pour passer en revue quelques bons plans ou idées de sortie proposées par nos invités pour finir cette émission. On va démarrer avec Johan et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va rester dans le Vercors. Bon, c'est vrai qu'avec les événements récents, besoin d'évasion, moi j'ai vraiment découvert même le Vercors chez moi. Alors j'ai un endroit, surtout en cette période un petit peu automnale, qui est absolument incroyable. Si vous voulez voir un peu des beaux paysages et des belles couleurs, vous partez des montagnes de Lens à Lens-en-Vercors et vous partez en direction du plateau des Ramées. Le plateau des Ramées, c'est vraiment un plateau qui est magnifique avec à cette période une herbe qui est couleur or. C'est absolument incroyable. On serait au cinéma. Et c'est vrai que j'adore monter sur ce plateau, aller me poser un petit peu sur les lauses là, qui dominent un petit peu Grenoble côté est. Et après, quand on se retourne côté sud, on a vraiment une perspective sur tout le Vercors sud absolument incroyable, avec des balades en vélo fabuleuses. Donc je vous recommande, surtout en cette période automnale, les couleurs sont somptueuses. Et puis si on n'est pas à l'aise comme vous sur le vélo, on peut aller au même endroit à pied. C'est très accessible, très familial. C'est vrai qu'en vélo, c'est un petit peu acrobatique, là, c'était Saint-Michel, mais c'est accessible à pied. Hein, voilà. Et puis il y a des itinéraires vélo qui sont beaucoup plus soft, plus faciles. Bon. Voilà. Bon plan, le plateau des Ramées, depuis plateau des Ramées. les montagnes de Lens, le stade de ski, voilà, qui, pour l'instant, exactement.
Et attend encore les skieurs, puisque la saison n'a pas démarré, donc les randonneurs ont encore le droit Absolument, et c'est le moment. d'y passer. Timothée, je crois que l'idée c'était de faire un petit focus sur la maison de la montagne. Hein. Voilà, moi c'est avant d'aller au plateau des Ramées, du coup il y a la Maison de la Montagne, donc c'est une bibliothèque du réseau des bibliothèques de la ville de Grenoble qui dispose de plus de 2500 topos et cartes. Et donc avant d'aller en montagne et pourquoi pas au plateau des Ramées, on peut se rendre à la Maison de la Montagne pour consulter des topos d'une variété de sports très différentes, du VTT, l'escalade, l'alpinisme, la randonnée, avec 2 conseillers montagne qui sont présents pour vous indiquer les conditions en montagne et vous conseiller, selon votre niveau, vos envies, et tout ce qu'il vous faut pour partir en montagne de manière sereine. Ouais, il y a toutes les cartes notamment, IGN, etc. Cartes de France et d'étrangers, et pareil pour les topos, donc c'est des ressources très rares, puisque certains topos sont d'ailleurs plus édités. C'est accessible à tous, hein, c'est dans le siège de la Maison du Tourisme à Grenoble. Et comme ça, une petite balade dans le coin à faire une fois qu'on est passé se renseigner à la Maison de la Montagne. Et moi, c'est une balade vraiment en bord de ville. J'ai découvert du coup la Franche Verte, du coup à Échirolles, et ça, on peut y aller directement en tram et en bus, et ça permet de s'échapper directement vers les Hauts-de-Jarry et Champagné. Et pour un dimanche après-midi, ça peut être vraiment sympa. Il paraît même qu'il y a des champignons, donc avis aux amateurs. Ouais, c'est un bon coin, effectivement, quand on n'a pas de moyens de transport ou qu'on ne veut pas aller très loin pour s'évader tout de suite de l'ambiance urbaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé par la Maison de la Montagne, Sophie, vous qui êtes nouvelle en Isère, mais ça tombe bien, vous vouliez aussi nous parler d'une idée de balade. De randonnée, bah oui, parce que les musées aussi sont sportifs. Donc, moi, j'ai eu la chance avec le musée, et donc c'était les guides accompagnateurs de Champs-Rousse, de participer cet été à une rando jusqu'au lac Crozet. Et l'idée, c'était aussi de remonter jusqu'aux sources de la fameuse houille blanche, donc de découvrir ce bassin d'énergie qu'est le lac Crozet, découvrir donc ce lac qui a été équipé par Aristide Bergès d'un siphon, d'un barrage, ce qui lui donne aujourd'hui cet aspect de lac à débordement presque. Et puis, on le voit là, le barrage, voilà, sur ces images. Effectivement. Et à l'approche du lac, vous ne manquerez pas d'observer des conduites forcées qui sont plus contemporaines, qui datent des années 50 et qui sont toujours en fonctionnement aujourd'hui. Et ben voilà, le lac du Crozet au départ de Frédière. Voilà, en Beldonne. En Beldonne, là aussi c'est très rapide depuis le Grenoble, une petite demi-heure de route. À peine pour cette belle balade à conseiller aussi pour l'automne. Moi, j'avais c'est pas un coup de cœur, mais c'est un petit coup de chapeau à passer à un jeune Grenoblois, un jeune coureur qui s'appelle Quentin Malric, qui est membre de l'Entente athlétique de Grenoble. Il a été champion de France espoir cet été du 1500 mètres, donc vous l'avez compris, il court très vite, Quentin. Et depuis la rentrée, la ville de Paris a décidé de passer la limitation de vitesse dans le centre-ville à 30 km/h. Donc Quentin, il s'est dit, tiens, moi, je cours vite, à plus de 30 km/h, je me fais flasher si j'essayais. Et voilà, il a eu le loisir d'avoir sa photo publiée dans le Parisien, 38 km/h, un soir dans les rues de Paris. Il a réussi à se faire flasher. Alors, je ne sais pas s'il a été verbalisé. Normalement, la règle, c'est quand on est au-dessus et qu'on se fait flasher, on a un PV. Mais bon, la police a sûrement le sens de l'humour. À voir. Voilà, à voir. On peut peut-être le tester aussi dans les rues de Grenoble, puisque c'est aussi 30 km/h, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de machines à flasher que dans les rues parisiennes. Voilà pour ce petit clin d'œil à un sportif grenoblois qui fera sûrement lui aussi une très belle carrière puisqu'il est encore très jeune et puis qu'il a un petit côté décalé qui nous plaît bien. Merci Sophie de nous avoir présenté le musée et puis l'expo à voir donc jusqu'au début du mois de janvier 2022. Bonne chance à Johan. Merci. Et à son spectacle à voir au Festival du Cirque du 18 au 21 novembre, exact. Palais des Sports. Et puis juste avant, Palais des Sports, ça va être un gros mois, le mois de novembre au Palais des Sports. Les rencontres ciné-montagne, du 2 au 6 novembre. Voilà, du 2 au 6 novembre, où j'aurai le plaisir également de vous retrouver. Et sur Télé Grenoble, on diffusera à 21h15 une sélection de films. Et puis, à partir de 19h30, je crois, pour les soirées en live au Palais des Sports. Je vais dédoubler, je ne sais pas comment je vais faire, on trouvera une solution. On va s'arranger. D'ici là, voilà. Merci à tous. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos émissions en ligne sur le site télégrenoble.net dans la rubrique « Si on parlait ». L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.